Salut tout le monde. Ce soir, nous voyageons dans un monde où l'amour est facultatif, les alliances sont tout, et où les alliances de mariage ont changé le cours de l'histoire, parfois pour le meilleur, souvent pour le plus étrange. Imaginez, vous êtes dans un château glacé, le plancher craque sous vos pieds, votre robe pèse plus lourd qu'un mouton mouillé, et pendant que vous mâchonnez un pain un peu trop sec, on vous annonce que demain, vous épousez un prince espagnol que vous n'avez jamais rencontré. Il a 11 ans, une chevelure douteuse, et sa famille est en guerre avec la vôtre depuis 3 générations. Mais tout le monde vous félicite. Voilà, vous venez de stabiliser l'économie du sel entre 2 royaumes. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire où vous vous trouvez dans le monde et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes donc né noble, ou noble adjacent. Mauvaise pioche. Car dans le haut Moyen Âge, et même après, votre main est plus un outil diplomatique qu'un membre romantique. Les mariages entre grandes familles, c'est avant tout de la géopolitique en dentelle. Prenez l'exemple célèbre, mais curieusement peu romantique, d'Aliénor d'Aquitaine. Vous vous souvenez? Elle a épousé le roi de France, puis le roi d'Angleterre, enchaînant 2 royaumes comme s'il s'agissait de tournois successifs. Derrière ces jolis portraits, c'est surtout une affaire de terre. Son mariage transférait à son époux une des plus vastes régions de France. Les historiens se disputent encore pour savoir si elle l'a fait par stratégie ou par simple ras-le-bol du roi Louis VII et de ses tendances monacales. Dans ces unions-là, il n'est pas rare que les mariés ne parlent pas la même langue. Et parfois, ils ne se comprennent même pas après des années. Une source médiévale évoque un couple royal scandinave dont les époux ont passé toute leur vie ensemble, sans jamais échanger plus de 5 phrases compréhensibles. Et pourtant, ils ont eu 6 enfants. Comme quoi, la communication, c'est surfait. Votre valeur matrimoniale dépend de l'état du royaume. Une fille d'un roi puissant vaut parfois plus qu'un territoire frontalier. En fait, vous pourriez penser que vous êtes une personne avec des goûts, des rêves et une personnalité. Mais non, vous êtes un outil de paix, ou de trahison, ou les deux. Un mariage entre l'Espagne et l'Angleterre pouvait signifier une alliance contre la France. Mais si, entre-temps, un cousin se rebellait, on pouvait annuler le tout et marier la même personne à un duc local. Pas grave si les faire-part sont déjà envoyés. Il suffit d'une autre messe. Dans le cas de Blanche de Castille, par exemple, elle fut promise à un prince français à peine adolescente. Et ce n'était pas pour son esprit vif, mais parce que son héritage andalou pouvait consolider la frontière sud du royaume. Elle a quand même fini régente du royaume. Preuve que parfois, les épouses diplomatiques savent mieux régner que les rois eux-mêmes. Mais à quel prix? Pas d'enfance, pas de choix, beaucoup de brocards. À chaque mariage royal correspond un traité, et souvent ce traité a plus d'importance que la cérémonie. Vous imaginez signer votre contrat de mariage sur un parchemin où figurent des clauses comme restitution du duché de Gascogne ou envoi de 4000 cavaliers en cas de conflit de succession? Même votre liste de cadeaux de mariage devient un inventaire militaire. Et ces mariages sont des événements logistiques. Il faut transporter la mariée, parfois sur des centaines de kilomètres, escortée d'un cortège qui ressemble plus à une mini-armée. On prévoit tout, sauf les émotions. Car les émotions, c'est pour les serfs. Vous êtes un pion sur l'échiquier. Un détail amusant. Dans certaines cultures médiévales, on scelle l'union avec un échange d'objets symboliques comme une dague, une poignée de terre ou une chaussure. Oui, vous vous mariez et on vous retire une chaussure. Il y a des débats encore aujourd'hui sur l'origine de cette pratique. Les historiens hésitent entre rites de soumission symbolique ou tradition héritée du droit coutumier. Personnellement, vous trouvez ça surtout inconfortable.
Parfois, les deux époux ne se rencontrent qu'à la cérémonie. Et là, il faut faire bonne figure. Sourire, même si l'autre ressemble à un gobelin enrhumé. Vous vous dites que ça ira, qu'au pire, vous pourrez vivre séparés, chacun dans sa tour. C'est d'ailleurs une pratique assez courante, les époux royaux ayant des ailes séparées dans le château et ne se croisant qu'aux fêtes religieuses ou à la chasse. Et pourtant, à travers tous ces mariages arrangés, quelques rares histoires d'affection sincère émergent. Une reine polonaise aurait refusé de se remarier après la mort de son mari, un roi de Bohême maladroit mais gentil. Elle a porté le noir pendant 20 ans. Ou peut-être que le noir allait bien avec ses chaussures. Les sources divergent. Dans tout cela, ce n'est pas l'amour qui compte, mais l'utilité. Votre union peut empêcher une guerre ou en provoquer une autre. Les papes s'en mêlent, les chanceliers rédigent, les messagers courent, et vous, vous essayez de ne pas renverser votre vin pendant la noce. Les mariages royaux sont des mécanismes, parfois brillants, parfois grotesques. Et vous, au milieu de tout cela, vous vous endormez doucement dans votre robe empesée, en rêvant d'un monde où l'on épouse par amour, peut-être dans 6 ou 7 siècles. Avec un peu de chance, vous pensiez que les mariages royaux servaient à éviter les guerres? C'est mignon. En réalité, beaucoup servaient à les préparer. Oui, se marier pour partir en croisade, c'était presque un classique. Imaginez, vous êtes un seigneur de petite noblesse, pas bien riche, mais avec une nièce à marier. Le roi cherche à convaincre quelques barons de financer une expédition vers Jérusalem. Bim, votre nièce devient stratégiquement intéressante. Elle est jeune, bien élevée, pas trop rousse. Oui, c'était un critère pour certains royaumes, et surtout, elle peut servir de monnaie d'échange. En l'unissant à un cousin du roi, hop, vous voilà obligé d'envoyer 100 soldats en Palestine. Bonus, on vous promet un petit fief si jamais vous revenez vivant. Les historiens se disputent encore pour savoir si les croisades étaient plus religieuses que politiques. Ce qui est sûr, c'est que les mariages liés aux croisades suintaient la stratégie. Un bon exemple, le mariage d'Amaury de Lusignan, roi de Jérusalem, avec la princesse byzantine Marie Comnène. On espérait ainsi allier les mondes latins et orthodoxes. En réalité, ça a surtout causé des tensions diplomatiques et un buffet nuptial à base de poissons fermentés et de méfiance réciproque. Autre cas savoureux, les Templiers et les Hospitaliers, ces ordres militaires religieux, avaient une influence sur certains mariages. Pas parce qu'ils mariaient, ce sont des moines guerriers, pas des wedding planners, mais parce qu'ils conseillaient les princes sur les alliances les plus profitables pour leur cause militaire. Vous vous mariez donc à une princesse arménienne, non pas parce qu'elle joue du luth, mais parce que sa famille détient un passage stratégique sur la route d'Antioche. À la cour de Sicile, sous Frédéric II, l'union avec des princesses musulmanes n'était pas rare. Oui, vous avez bien entendu. Frédéric II était connu pour ses talents linguistiques et diplomatiques, mais aussi pour ses épouses exotiques. Il a même épousé une princesse ayoubide dans un mariage qui tenait plus du cessez-le-feu cérémonial que de la passion. Il paraît qu'ils ont dansé ensemble, chacun dans sa langue. Certains nobles prenaient aussi des épouses dans des régions récemment converties au christianisme. Lituanie, Pologne, Finlande. C'était le genre de mariage qui venait avec une clause tacite. On ne brûle pas les églises locales, merci. Et si l'épouse était païenne? Pas de souci, on la baptisait dans la fontaine du village, et le prêtre improvisait une cérémonie d'union juste après. Un peu comme un speed dating médiéval, version évangélisation. Mais parfois, ça tournait vinaigre. Le mariage de Marguerite de Provence avec Louis IX, oui, le futur Saint-Louis, était censé solidifier la paix avec le comté de Provence. En réalité, c'est la belle-mère de Marguerite, Blanche de Castille, elle encore, qui tirait les ficelles et n'a jamais vraiment laissé le couple vivre paisiblement. Marguerite finira par accompagner Louis jusqu'en Égypte pendant la 7e croisade, et on dit qu'elle a commandé des troupes pendant qu'il avait la dysenterie. Véritable esprit d'équipe.
Les mariages croisés, c'est aussi une histoire de financement. Si vous êtes un petit noble sans fortune, un bon mariage peut vous fournir les fonds nécessaires pour vous équiper et rejoindre l'aventure. On négocie une dot pas trop symbolique, une mule solide et peut-être une armure. On vous bénit, on vous marie, et zou, cap sur l'Orient. On n'est jamais trop romantique avec un heaume sur la tête. Une anecdote savoureuse concerne un certain duc d'Autriche, dont le nom est soigneusement oublié par les chroniques, probablement pour des raisons de dignité. Il aurait été marié expressément à une nièce du roi de Hongrie dans le but de réunir les deux familles pour une croisade commune. Le problème? Il détestait voyager. Résultat, il a envoyé sa femme à sa place, déguisée en homme avec une armée de mercenaires. Apparemment, elle était plus compétente que lui. Et puis, il y avait les mariages expéditifs juste avant le départ. On marie les jeunes seigneurs à la va-vite pour s'assurer que s'ils meurent sur le champ de bataille, leurs terres reviennent à une épouse fidèle, ou du moins temporairement utile. Ce genre de mariage se faisait parfois sans banquet, sans danse, juste un prêtre, 2 témoins et une promesse de fidélité en armure. Pratique. Les alliances matrimoniales liées aux croisades ont parfois eu des conséquences inattendues. Des enfants nés dans des camps militaires, des princesses orientales ramenées en Occident comme trophées un peu vivants et des lignées mixtes que l'Église regardait avec un œil très inquiet. Une chose est sûre, en vous mariant dans le contexte des croisades, vous n'entrez pas dans une famille. Vous entrez dans une carte géopolitique vivante, faite de serments, de croisements linguistiques et d'objectifs militaires voilés derrière des sourires de circonstance. Alors, pendant que la messe nuptiale résonne, vous gardez un œil sur la carte de la Terre Sainte, sur les routes commerciales et sur les armoiries cousues sur la robe. Vous espérez que ce mariage tiendra, au moins jusqu'au retour du mari, s'il revient. Et si ce soir vous rêvez de chevaliers sous les étoiles, souvenez-vous que certains portaient des alliances plus lourdes que leurs épées. Vous avez à peine quitté le berceau que quelqu'un, quelque part, griffonne déjà votre nom à côté de celui d'un autre bébé royal sur un parchemin officiel. Bienvenue dans le monde délicieusement absurde des fiançailles d'enfants, cette spécialité médiévale où les couches et les couronnes font bon ménage. Prenez une profonde inspiration. Vous avez 4 ans, vous jouez tranquillement avec des cailloux dans une cour en gravier, et soudain, un messager vient annoncer que vous êtes désormais fiancé à un petit prince scandinave tout aussi perplexe. Il bave un peu, porte une cape trop grande pour lui, et vous regarde avec l'enthousiasme d'un enfant à qui on vient de retirer sa compote. Félicitations, c'est le début d'une union diplomatique potentiellement décisive pour l'avenir de 2 royaumes. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces fiançailles étaient vraiment considérées comme des engagements solides ou simplement des gestes symboliques. Officiellement, elles n'étaient pas sacramentelles, donc pas encore valables aux yeux de l'Église. Mais officieusement, elles engageaient déjà beaucoup. Des terres, des dots, des espoirs militaires et parfois des promesses de paix durable. Bref, une promesse d'enfant avait déjà le poids d'un contrat d'adulte. L'un des exemples les plus cocasses, c'est celui de Jeanne de France, fille de Louis XI. Mariée à l'âge de 12 ans à un certain Charles, qui deviendra Charles VIII, elle était petite, bossue, timide et sincèrement attachée à son mari. Lui, beaucoup moins. Il tentera de faire annuler ce mariage, dès qu'il le pourra, avec la subtilité d'un mammouth en armure. Et pourtant, leur union avait été scellée bien avant leur puberté, comme une sorte de jeu de rôle grandeur nature entre 2 chancelleries. D'ailleurs, les petits fiancés royaux se retrouvaient parfois dans les mêmes châteaux, élevés côte à côte pour créer une forme de familiarité. Et c'est là que ça se complique. Vous imaginez grandir avec votre futur époux, le voir tous les jours, manger de la soupe en renversant la moitié sur sa tunique, lui voler des cerises, le frapper avec un bâton, et finir par devoir l'épouser. C'est une comédie de mœurs médiévales à elle seule. Les fiançailles pouvaient aussi durer des décennies. Il y a le cas de Marie d'Anjou, fiancée à Charles VII pendant plus de 15 ans avant de l'épouser.
Pendant tout ce temps, son destin restait suspendu à des décisions politiques, des alliances qui changeaient comme le vent, et une Église qui mettait parfois plusieurs années à valider l'union. Vous, pendant ce temps, vous brodez des mouchoirs en espérant que tout ça ne finira pas en annulation publique. Et parfois, l'un des enfants fiancés mourait. Que fait-on? On remplace. C'est le fameux principe de substitution dynastique. Si l'aîné décède, la cadette prend sa place comme une pièce de rechange noble. Pas de drame, pas de deuil officiel. On ajuste les documents et on reprend les festivités. Les échanges de cadeaux entre enfants fiancés sont aussi des moments exquis de maladresse historique. Un petit prince envoie une boîte de figues séchées, une poupée de cire ou même un petit oiseau dressé. L'autre répond avec un mouchoir brodé, un ruban ou un poème dicté à un moine copiste. Rien ne dit « Je suis un outil diplomatique », comme un pigeon voyageur décoré de rubans aux armoiries croisées. Et ne parlons pas des réactions de ces enfants. Certaines lettres conservées évoquent des jeunes fiancés pleurant pendant la cérémonie, d'autres refusant obstinément de s'approcher l'un de l'autre. Une anecdote peu connue rapporte le cas d'un enfant de 6 ans qui, à l'annonce de ses fiançailles, s'est enfermé sous une table pendant 3 jours. Il a été nourri au pain et au fromage glissés sous la nappe. Quelle entrée en politique! Mais derrière l'absurdité apparente se cachait une logique bien huilée. Ces unions précoces permettaient de verrouiller des alliances futures, d'anticiper les conflits et de garantir des successions sans effusion de sang. Les familles nobles y voyaient une forme d'assurance historique. Vous plantez les graines d'un traité à venir avec 2 bébés en guise de promesse. Les rois les plus calculateurs mariaient ainsi plusieurs de leurs enfants, simultanément, dans une sorte de grand bal, des fiançailles interdynastiques. Une fille avec l'Autriche, un fils avec la Bourgogne, un neveu avec la Navarre, et vous voilà avec un échiquier géopolitique prêt pour la décennie suivante. Bien entendu, une fois l'âge adulte atteint, rien ne garantissait que les fiancés s'aiment, ni même qu'ils se supportent. Certaines unions précoces ont mené à des mariages calamiteux, des séparations de fait, voire à des demandes d'annulation, fondées sur l'immaturité des sentiments. Une excuse médiévale pour dire « je ne l'ai jamais aimé » et il bave encore. Les enfants roturiers n'étaient pas en reste, surtout dans les familles marchandes ou les seigneuries rurales. On fiançait dès l'âge de 7 ou 8 ans, souvent avec des voisins ou des enfants d'associés commerciaux. Moins de pompe, mais la même logique, sécuriser l'avenir. Vous héritez de la boutique du père, elle amène 6 tonneaux de cidre et un champ de navets. Un mariage d'amour? Pas vraiment. Un mariage de prévoyance, plutôt. Vous réalisez alors que l'enfance, au Moyen Âge, était un moment très bref. Sitôt sevré, sitôt échangé. Sitôt vacciné à l'eau croupie, parce que pourquoi pas, sitôt fiancé. Les jeux d'enfants se faisaient à l'ombre des tapisseries ornées de lions héraldiques, sous le regard de parents qui ne voyaient pas un enfant, mais un futur pion bien placé. Et ce soir, tandis que vous vous glissez sous votre couverture, vous imaginez un monde peuplé d'enfants en costume de cérémonie, signant sans comprendre des pactes qui façonneront le siècle à venir. Les châteaux deviennent des cours d'école géantes, les alliances, des amitiés forcées, et vous essayez de ne pas baver sur votre parchemin de fiançailles. Vous voilà enfin mariés. Félicitations. À vous, à votre cousine, à votre tante par alliance, ou même à votre nièce éloignée. Parce qu'au Moyen Âge, si vous voulez rester dans la course au pouvoir, il faut souvent tourner en rond dans l'arbre généalogique. Parfois si fort que vous finissez par épouser la même branche, plusieurs fois. Oui, les mariages consanguins étaient monnaie courante, parfois même célébrés avec une pointe de fierté. Parce que dans l'esprit féodal, diluer son sang noble était une forme de déchéance. Mieux valait une épouse un peu trop proche que des héritiers un peu trop paysans. Les historiens se disputent encore pour savoir à partir de quel degré exact la consanguinité devenait inacceptable. L'Église fixait des règles strictes, interdisant les unions jusqu'au 7e degré.
Mais comme personne ne savait vraiment comment compter ces degrés et qu'on aimait bien tricher, on obtenait des résultats variables. Avec un bon évêque conciliant, un cousin germain pouvait tout à fait devenir un bon parti, surtout s'il venait avec une dot conséquente et une armée. Prenez les Habsbourg, par exemple. À force de se marier entre eux, ils ont fini par développer des caractéristiques physiques très reconnaissables. Oui, vous avez entendu parler de cette fameuse mâchoire proéminente, appelée aujourd'hui prognatisme habsbourgeois. Ce n'est pas qu'une anecdote, c'est l'effet d'un siècle de politique matrimoniale circulaire. Et pourtant, personne ne semblait trop s'en émouvoir à l'époque. On se mariait entre cousins pour garder les terres dans la famille, pour éviter de créer des alliances extérieures incertaines, ou tout simplement parce que toutes les autres familles étaient déjà prises, ou déjà parentes aussi. C'était un peu comme jouer au Monopoly avec seulement 3 joueurs. À la fin, tout le monde finit sur la même case. Mais cette stratégie avait ses revers. L'un des plus célèbres est Charles II d'Espagne, dernier représentant des Habsbourg espagnols, né de tant d'unions consanguines qu'il accumulait des problèmes de santé alarmants. Infertilité, difficulté à parler, développement retardé. On disait qu'il ne pouvait mâcher qu'avec difficulté, qu'il était incapable de gouverner efficacement et qu'il avait le regard vide d'un poisson fatigué. Triste fin pour une dynastie obsédée par la pureté de son sang. Mais toutes les familles nobles n'allaient pas aussi loin. Certaines cherchaient à se rapprocher sans franchir le pas du cousinage direct. D'où l'invention des mariages arrangés avec des parents par alliance. La belle-sœur de votre oncle par mariage devient soudain une candidate tout à fait respectable. Après tout, l'important, c'est que le blason reste dans le même cercle. Le même, mais pas trop littéralement. Dans les royaumes germaniques, les unions entre membres d'un même clan pouvaient même donner lieu à des batailles juridiques complexes. Imaginez, vous voulez épouser votre cousine au 2e degré, mais vos voisins vous accusent d'inceste. Le tout se termine devant un tribunal épiscopal, avec des arbres généalogiques dessinés à la plume sur des peaux de chèvre, des moines qui débattent pendant 3 jours, et un verdict qui dépend souvent de la générosité de votre famille envers l'Église locale. Une anecdote particulièrement savoureuse concerne un duc de Bavière qui a tenté de contourner la règle de consanguinité en prétendant que sa cousine était en fait une enfant abandonnée, élevée par des étrangers, et donc pas techniquement sa cousine. L'affaire a fait grand bruit jusqu'à ce qu'un portrait familial vieux de 40 ans trahisse la supercherie. La fameuse « enfant inconnu » figurait déjà en arrière-plan, tenant un petit chien, et parfois, la consanguinité devenait si complexe qu'elle paralysait les options matrimoniales. À la cour de Castille, un roi se plaignait amèrement que toutes les princesses disponibles étaient soit parentes, soit fiancées à ses ennemis. Il a fini par choisir une noble allemande très éloignée, avec qui il ne partageait aucun ancêtre depuis au moins 8 générations. Un exploit. Mais ne croyez pas que cela se limitait aux grandes dynasties. Même dans la noblesse mineure, les mariages entre proches étaient courants, surtout dans les régions rurales où le choix était limité. Vous êtes un jeune baron de province? Vos seules options sont votre cousine, la fille de votre ancien tuteur, ou une comtesse voisine qui vous déteste ouvertement depuis que vous avez volé ses poules. Le choix est vite fait. Dans certains cas extrêmes, on obtenait une dispense papale. Une autorisation officielle en latin fleuri, disant en substance « Vous êtes trop proche, mais allez-y quand même ». Ces dispenses étaient chères, longues à obtenir, et souvent motivées plus par les caisses vides de Rome que par une réelle étude théologique, et tout cela au nom de la stabilité. Car plus que l'amour ou même la santé génétique, ce qui comptait, c'était que les fiefs ne se morcellent pas. Un mariage consanguin empêchait la division d'un duché, maintenait une lignée sur un trône, ou consolidait une revendication. Ce soir, pendant que vous somnolez, imaginez ces couples royaux réunis non par passion, mais par héritage. Imaginez les repas de famille où votre beau-père est aussi votre oncle, où votre épouse partage votre grand-mère,
et où le toast du banquet est suivi d'un arbre généalogique dessiné à la volée pour éviter les malentendus. Et si vous rêvez de romantisme ce soir, peut-être évitez les noms en bourre et les mâchoires trop carrées. C'est souvent un indice. Vous êtes assis sur une chaise trop rigide, habillé comme un chandelier, et les visages autour de vous observent non pas votre sourire, mais la taille de votre dot. Parce qu'au Moyen Âge, se marier, c'était aussi évaluer la valeur marchande d'une princesse. Littéralement. Les dots, ces charmants petits paquets d'or, de terre, de coffres remplis de draps brodés ou d'animaux de ferme, étaient au cœur des négociations matrimoniales. Plus qu'un geste de bonne volonté, la dot était souvent une transaction vitale qui pouvait renflouer un royaume ou garantir le financement d'un conflit futur. Oui, vous vous mariez, mais c'est surtout le contenu de vos bagages qui intéresse tout le monde. Prenez par exemple Isabeau de Bavière. Sa dot fut si mirobolante qu'elle inclut non seulement des rentes, mais aussi une série de meubles précieux, des chevaux, des parures et des tapisseries représentant des scènes mythologiques. Des tapisseries. Les historiens débattent encore sur leur valeur réelle. Investissement artistique ou tentative un peu désespérée de remplir les coffres de la future mariée avec tout ce qui traînait dans les greniers du co. Ce qui est sûr, c'est que la dot déterminait le prestige d'un mariage. Et elle pouvait être constituée des éléments les plus absurdes. Terre lointaine que personne ne contrôlait vraiment, dette royale transformée en cadeau, collection de livres manuscrits, ou même un troupeau de paons. Dans certains cas, c'était le futur mari qui devait verser un équivalent à la dot, la fameuse contredos ou morgungab dans les pays germaniques, une sorte de prime à la virginité royale. Une anecdote bien connue raconte qu'un prince anglo-normand, un peu trop enthousiaste, offrit à sa fiancée non seulement des bijoux, mais aussi une île. Le seul problème. L'île appartenait déjà à un évêque qui ne voulait pas déménager. Résultat, procès, excommunication temporaire et un échange diplomatique très tendu impliquant beaucoup de fromage de chèvre. Les familles sans grande fortune compensaient avec des objets symboliques. Une jeune noble de Savoie apporta comme dot un coffret contenant des graines de pommier rares. Cela ne fit pas grande impression au roi qui espérait plutôt un convoi de mulets chargés de vin. Mais ces graines, ironiquement, rapportèrent plus d'argent un siècle plus tard grâce à un commerce florissant de cidre. Comme quoi, la dot médiévale, c'est aussi une question de placement à long terme. Et si vous étiez une princesse sans dot? Aïe, votre destin devenait incertain. Certaines étaient mariées à des seigneurs de second rang ou envoyées dans des monastères pour y prier discrètement jusqu'à la fin de leurs jours. D'autres, plus chanceuses ou mieux entourées, parvenaient à séduire un époux réticent grâce à leur esprit, leur beauté ou leur capacité à danser la carole sans tomber. Mais soyons honnêtes, sans dot, vos chances étaient minces. Vous étiez un bon roman, pas une bonne alliance. Les dots pouvaient aussi se transformer en instruments de chantage. On promettait une dot, puis on la retenait pour forcer des concessions politiques. Une princesse byzantine fut mariée à un roi serbe sous promesse d'un trésor conséquent. Elle arriva avec seulement un petit coffre de monnaie, expliquant que le reste viendra avec les caravaniers. Autant dire qu'il n'est jamais venu. Le roi, furieux, enferma sa nouvelle épouse dans une tour pendant 2 ans. Elle passa le temps en brodant des scènes de vengeance, paraît-il. Les dots ne concernèrent pas que l'argent. Elles étaient aussi une vitrine culturelle. Certains royaumes incluaient des cuisiniers, des musiciens ou des maîtres d'art dans la suite de la mariée. Une forme de soft power médiévale. Vous vous mariez et vous amenez avec vous un savoir-faire en pâtisserie, en verrerie ou en poésie courtoise. Certains poètes connus voyagèrent ainsi, d'un royaume à l'autre, au gré des dots princières. Et que dire des dots religieuses? Si vous étiez destiné au couvent, mais que vos parents changèrent d'avis, vous pouviez être racheté par un futur mari contre une somme symbolique ou astronomique. Un comte du nord de l'Italie aurait dû vendre 3 moulins
et hypothéqué un pont pour épouser une ancienne novice bénédictine, dont le voile avait coûté moins cher que sa bague de fiançailles. Dans tous les cas, la dot servait de garantie. En cas de veuvage, la femme pouvait récupérer ses biens pour subvenir à ses besoins. Du moins en théorie. En pratique, de nombreux veuves oubliaient vite ces arrangements, préférant garder les coffres et épouser une autre héritière dans la foulée. Et pour les hommes, eux aussi pouvaient devenir dotés, surtout dans les cas où la mariée appartenait à une famille plus puissante. On exigeait alors qu'il apporte des terres, une troupe de soldats, ou même des promesses écrites de fidélité éternelle, en plusieurs exemplaires tamponnés à la cire. Alors, pendant que vous somnolez doucement, imaginez ces nobles dames transportant leurs dotations comme des caravelles ambulantes. Des coffres qui grincent, des piles de draps brodés, des jarres d'huile parfumée et quelques poèmes secrets glissés entre les parchemins d'inventaire. Et si demain vous recevez une lettre d'amour accompagnée d'un moulin, méfiez-vous, c'est peut-être plus qu'un compliment. Vous vous tenez devant l'autel, l'air vaguement hébété, les mains moites sous vos gants brodés, pendant que l'évêque récite un discours solennel en latin. Tout semble parfait, mais dans l'ombre des tentures, les trahisons sont déjà signées. Parce que parfois, un mariage n'est qu'une mascarade. Et vous, sans le savoir, jouez le rôle principal d'un mariage truqué. Dans le monde médiéval, les mariages servaient aussi à tromper ses ennemis. Une union bien orchestrée pouvait faire croire à une alliance solide, désorienter une cour rivale ou gagner du temps pendant que vous rassemblez discrètement des troupes. Vous vous mariez, certes, mais vous préparez surtout une embuscade, ou une défection, ou une annulation en douce pour la Saint-Glinglin. Prenez l'exemple de Jean sans peur, duc de Bourgogne. Il a failli marier sa fille à un prince anglais, pour finalement choisir un allié français à la dernière minute. Pourquoi? Pour faire pression sur la couronne anglaise pendant une négociation. Le tout sans jamais quitter le ton mielleux des discussions de mariage. Le résultat, 2 rois vexés, une fille furieuse et une dot jamais remboursée. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces manœuvres étaient tolérées ou considérées comme de véritables actes de guerre. Ce qui est sûr, c'est que certains mariages étaient bâclés exprès. Pas de témoins crédibles, cérémonies dans des chapelles isolées, prêtres douteux, et hop, quelques années plus tard, un procès pour faire annuler l'union sous prétexte qu'elle n'était pas canonique. Une anecdote un peu honteuse. Un duc de Bretagne aurait organisé un mariage nocturne, à la bougie, avec un prêtre qu'on croyait ordonné, mais qui était en réalité un serviteur déguisé. Le lendemain, la mariée, encore coiffée de fleurs, découvre qu'elle n'a jamais été officiellement unie. L'objectif? Profiter de la dot, puis rompre l'union sans conséquence. Charmant. D'autres stratégies consistaient à épouser, puis faire disparaître l'épouse. Littéralement. On la plaçait dans un couvent, on inventait une maladie soudaine, ou on la perdait en mer. Un roi du nord de l'Italie aurait ainsi organisé une fausse noyade pour se débarrasser de son épouse, tout en conservant les alliances familiales. Malheureusement pour lui, elle a survécu et est revenue 5 ans plus tard avec une armée. Surprise. Et parfois, c'était l'Église elle-même qui aidait à la manœuvre. Vous avez signé un mariage qui ne vous arrange plus? Pas de souci, il suffit d'oublier un lien de parenté au 4e degré, de prétendre que vous n'étiez pas consentant à 100% ou de dire que l'union n'a pas été consommée. Un petit pot de vin, quelques heures de débat théologique, et vous voilà célibataire à nouveau, prêt pour le prochain coup. Mais il y avait aussi les mariages temporairement sincères, avant de devenir des trahisons ouvertes. Vous épousez une princesse ennemie pour sceller une paix fragile. Et 2 ans plus tard, vous attaquez son royaume. Ou pire, vous accusez publiquement votre épouse de sorcellerie. C'est ce qu'a fait un roi scandinave au XIVe siècle, accusant sa reine de l'avoir ensorcelée pour l'empêcher de procréer. Spoiler, ce n'était pas de la magie. C'était juste lui. Les nobles savaient que les mariages pouvaient être utilisés comme des armes. On se méfiait des belles alliances. Un mariage trop rapide,
Suspicion. Une union trop parfaite, probablement une entourloupe. Et ainsi, vous pouviez passer votre lune de miel à craindre un coup de poignard diplomatique, littéralement ou métaphoriquement, selon votre statut. Même les cérémonies étaient parfois manipulées. Une couronne mal placée, un mot mal prononcé, un témoin qui éternue au mauvais moment. On pouvait tout interpréter comme un mauvais présage ou une preuve d'invalidité rituelle. Il y a le cas fascinant d'un seigneur bourguignon qui a annulé un mariage parce que l'évêque, durant la bénédiction, avait échangé les prénoms des époux. Une erreur? Peut-être, mais surtout une sortie de secours très utile. Et que dire des mariages sans aucune intention charnelle? Vous épousez quelqu'un uniquement pour empêcher un autre prétendant d'accéder à ses terres. Vous vivez séparément, dans des ailes opposées du château, et vous ne vous croisez que pour les cérémonies officielles. C'est plus une colocation contractuelle qu'un couple, mais ça suffit pour invalider toute autre tentative de conquête territoriale. Une légende tenace raconte que dans le sud de la France, un noble aurait épousé une veuve âgée uniquement pour annexer son fief. Il lui aurait promis une belle retraite, une garde personnelle et des bains parfumés. 3 mois plus tard, elle se retire, mystérieusement dans un couvent. Lui hérite, et tout le monde fait semblant de ne rien voir. Même les poètes s'en mêlaient. Certains troubadours composaient des chansons codées pour dénoncer ces mariages hypocrites. Mais attention, trop de franchise, et on finissait enfermé dans un cachot avec vue sur les cuisines, la pire des punitions médiévales, car ça sentait toujours la soupe sans pouvoir y goûter. Ce soir, alors que vous somnolez paisiblement, imaginez-vous à un banquet de mariage, entouré de sourires polis, de toasts empoisonnés, au sens figuré on espère, et de regards en coin. Parce que parfois, le plus beau des mariages cache le plus vil des complots. Et quand vous rêverez d'amour éternel, souvenez-vous, au Moyen Âge, rien n'était plus temporaire que la sincérité. Vous vous réveillez un beau matin dans votre lit à baldaquin, entendez le clocher sonner les vêpres et réalisez que vous ne voulez plus être marié. Dommage. Au Moyen Âge, le divorce n'existe pas vraiment, mais heureusement, il y a une solution bien plus élégante. L'annulation ecclésiastique, cette petite pirouette canonique qui vous permet de dire « Oups, en fait, ça ne comptait pas ». Bienvenue dans le monde fascinant des évêques accommodants, des raisons surprenantes et des couples qui découvrent subitement qu'ils sont cousins au 4e degré après 15 ans de vie commune. Car voyez-vous, dans la logique de l'Église, un mariage est indissoluble, sauf s'il ne l'était pas vraiment au départ. Et là, tout est question de forme. Aviez-vous bien consenti? Étiez-vous vraiment majeur, selon la définition flexible du moment? Le prêtre était-il ordonné valablement? Aviez-vous bien prononcé les vœux en latin? Avez-vous consommé le mariage? Là, il fallait des témoins. Oui, témoins. Respirez. Les raisons invoquées pour annuler une union variaient du plausible au parfaitement absurde. Trop proche généalogiquement? Ça marche. Promesse de chasteté non déclarée? Parfait. Consentement extorqué sous menace d'une bêche? Bingo. Une anecdote croustillante. Un baron flamand réussit à annuler son mariage au motif que sa femme avait omis de mentionner qu'elle détestait les oignons. Officiellement, ce fut présenté comme une incompatibilité morale et gustative. Officieusement, il avait rencontré une autre, plus avenante et moins difficile à table. Les historiens se disputent encore sur l'usage réel de ces annulations. S'agissait-il de brèches légales sincères ou de prétextes hypocrites pour manipuler les alliances? Il est probable que les deux coexistaient, parfois même dans le même mariage. Le rôle des évêques était central, car ce sont eux qui validaient ou invalidaient les unions. Un évêque rigide pouvait ruiner une stratégie dynastique. Un évêque souple ouvrait des perspectives. Il y eut même des évêques spécialisés dans les annulations, qui rédigeaient des décisions fleuries avec une rhétorique capable de transformer n'importe quelle querelle conjugale en litige théologique. Et puis il y avait les annulations à double tranchant.
car si vous obteniez gain de cause, encore fallait-il éviter le scandale. Imaginez, vous déclarez soudain que votre épouse n'a jamais été votre épouse. Très bien, mais alors, vos enfants, sont-ils légitimes? Parfois oui, parfois non, selon les caprices de Rome, du roi et des scribes chargés de recopier le tout sur du vélin. Une affaire célèbre, le roi Louis XII, qui fit annuler son mariage avec Jeanne de France pour pouvoir épouser Anne de Bretagne. La raison officielle? Infirmité physique, manque de consommation et consentement douteux. Ce que personne n'a osé dire, c'est que Jeanne était un obstacle politique et que son mariage n'avait de sens que tant qu'elle rapportait un territoire. Une fois caduque, elle redevint invisible. Elle entra dans les ordres, fonda un couvent et passa le reste de sa vie à broder des crucifix en silence. Classe. Mais attention, annuler un mariage n'était pas gratuit. Il fallait souvent acheter la clémence pontificale. Des sacs entiers d'écus, des terres ou des promesses militaires pouvaient accompagner la demande. En retour, on obtenait une lettre scellée à manipuler avec précaution et à cacher si nécessaire. Parfois, les annulations étaient prévues à l'avance. Un couple se mariait en sachant que, si la situation politique changeait, on pourrait tout effacer. Une sorte de plan B marital. Certains contrats incluaient même une clause informelle du type « Si, d'ici 3 hivers, la paix n'est pas assurée, le mariage pourra être jugé nul ». À la médiévale, certes, mais efficace. Et quand la demande était rejetée? Eh bien, il restait l'option dramatique, le refuge religieux. Se retirer dans un couvent, simuler une vocation subite, devenir moine pour éviter les obligations conjugales. Un noble Anglais, trop lâche pour annoncer son intention de séparation, disparut dans la nuit et réapparut 2 ans plus tard dans un monastère bénédictin, rasé, maigri et très content de ne plus avoir à parler à son épouse. Une autre échappatoire, la folie temporaire. Si l'un des époux était déclaré incapable de discernement, le mariage pouvait être déclaré invalide. On murmure qu'une duchesse allemande passa 3 jours à simuler une transe mystique, récitant des psaumes à l'envers pour faire croire à une possession. Résultat, annulation express et un retour très rapide à la vie mondaine. Mais parfois, les mariages étaient simplement ignorés. Vous vivez dans 2 châteaux séparés. Vous entretenez des relations discrètes ailleurs. Et vous faites semblant que rien ne vous lie, sauf pour les cérémonies officielles. Une cohabitation fictive, très pratique, surtout si vos conseillers savent jongler avec les généalogies. Et ce soir, alors que vous glissez dans le sommeil, imaginez une procession lente d'avocats en robes longues, de scribes courbés sur des parchemins et d'époux qui se regardent à peine pendant qu'on décide, dans une salle froide, si leur union était une bénédiction ou une erreur de classement. Et si demain vous recevez une lettre annulant votre propre mariage parce que vous n'étiez pas pleinement lucide ce jour-là, ne soyez pas surpris. C'est une tradition ancienne. Vous êtes une femme noble, une femme brillante, instruite, peut-être même bilingue. Mais vous vivez dans un monde qui considère que votre mariage est une parenthèse entre votre enfance et votre mise au placard. Pourtant, vous n'êtes pas du genre à broder sagement au coin du feu. Non, vous êtes ce qu'on appelle, avec un peu d'admiration, mêlée de peur, une femme puissante dans un mariage faible. Le Moyen Âge est truffé de ces épouses stratèges qui ont dominé la politique pendant que leur mari régnait en théorie. Leur secret? Le mariage, ou plutôt le contournement intelligent du mariage. Prenez Aliénor d'Aquitaine, encore elle, mais comment l'éviter? Elle épouse successivement 2 rois, Louis VII de France, puis Henri II d'Angleterre. Avec le premier, elle s'ennuie ferme. Avec le second, elle mène une fronde ouverte. Dans les 2 cas, c'est elle qui comprend le jeu politique mieux que tous les hommes de sa génération. Résultat, elle finit enfermée par son propre époux pendant 15 ans. Pas pour trahison, hein? Pour être trop douée. Les historiens se disputent encore
pour savoir si les femmes comme Aliénor étaient l'exception ou si beaucoup d'épouses nobles exerçaient un pouvoir officieux sous couvert de prières et d'aumônes. Mais entre les lignes des chroniques, on devine que les douces épouses étaient souvent les véritables cerveaux des alliances, des guerres et même des successions. Une anecdote savoureuse concerne Mathilde l'Emperesse, héritière du trône anglais. Elle était si ambitieuse que son mariage fut une simple formalité. Son mari, Geoffroy Plantagenet, comprenait très bien qu'il devait se contenter de lever des troupes et de ne pas trop poser de questions. C'est elle qui menait les négociations, décidait des sièges et écrivait au pape. Certains chroniqueurs de l'époque la décrivent comme peu féminine, ce qui, à l'époque, voulait surtout dire insupportablement compétente. Mais parfois, cette compétence était masquée par des apparences savamment entretenues. On joue la dame effacée, on baisse les yeux, on laisse le mari signer les parchemins, qu'on a soi-même dicté à ses secrétaires. Un peu comme écrire le devoir de son frère aîné tout en le félicitant de sa bonne note. Méthode éprouvée. Le problème, les maris n'aimaient pas ça. Un roi trop conscient du pouvoir de son épouse devenait nerveux. Résultat, mariage glacé, séparation discrète, voire cloîtrage pour raisons spirituelles. Une reine de Castille, soupçonnée d'exercer trop d'influence, fut envoyée dans un couvent pour méditer sur sa dévotion. Elle y écrivit un traité politique codé en prières. Vous voyez l'idée? Certaines femmes allaient plus loin. Elles fabriquaient elles-mêmes leur pouvoir dynastique, choisissant des maris manipulables, s'arrangeant pour leur faire signer des testaments avantageux ou les envoyant en campagne loin du château pendant qu'elles gouvernaient. Une chronique bourguignonne évoque une duchesse qui fit construire une aile entière de château sans en informer son époux, qui découvrit les travaux en revenant d'une croisade. Il paraît qu'il a applaudi, mais probablement par réflexe. Et dans les cas extrêmes, eh bien, il y avait des accidents, des chutes d'escalier, des fièvres soudaines. Une comtesse de Provence, restée célèbre dans les chansons de geste local, aurait organisé un tournoi à l'issue duquel son mari est mystérieusement tombé malade, juste après avoir bu dans sa coupe. Elle a hérité de toutes ses terres. Elle a aussi embauché un nouveau maître-queux dès le lendemain, juste au cas où. Mais il ne faut pas croire que ces femmes agissaient toujours par ambition égoïste. Beaucoup gérèrent les domaines en l'absence de leur mari, administraient des tribunaux locaux, supervisaient des forteresses. Une noble anglaise du XIIIe siècle dirigea la défense de son château pendant 6 semaines, repoussant des assauts avec du goudron bouillant et des cris en moyen anglais. Quand son mari revint, il la félicita, avant de lui interdire d'approcher les remparts à nouveau. On ne voudrait pas que ça devienne une habitude. Et il y avait celles qui n'avaient pas choisi leur mari, mais s'en accommodaient, ou plutôt en faisaient une variable d'ajustement. Elles passaient par les confesseurs, les chanceliers, les abbés amis, et tissaient leur réseau comme une tapisserie géante de loyauté personnelle. On parle souvent de la diplomatie masculine, mais la diplomatie des femmes, discrète, enveloppée de courtoisie et de promesses murmurées, pouvait faire ou défaire des alliances. Certaines reines ont même inspiré des réformes légales pour limiter leur pouvoir. Des lois furent adoptées interdisant aux femmes de commander des troupes, de signer des traités sans leur mari, ou même de posséder une clé de la salle du trésor. Mais les plus malignes s'arrangeaient pour que les clés soient confiées à leurs frères, leurs confesseurs, voire leur intendant personnel, qui leur remettait discrètement, bien sûr. Et vous, pendant ce temps, dans ce mariage bancal, vous souriez au banquet, vous tendez la coupe, vous offrez des mots doux, tout en négociant des traités dans l'arrière-salle. Parce que si le roi porte la couronne, c'est souvent la reine qui choisit où il la pose. Ce soir, alors que vos paupières se ferment doucement, imaginez une grande salle éclairée à la chandelle, où une femme à la robe brodée fait semblant d'écouter son mari parler d'impôts, pendant qu'elle prépare en silence l'avenir de 3 duchés. Et si vous rêvez d'amour égal, peut-être imaginez-le avec une plume, un parchemin et un sourire qui en sait beaucoup trop. Vous êtes debout dans une cour poussiéreuse, vêtu de soie mais étouffé par la chaleur.
et vous tendez timidement la main à une princesse qui ne parle pas votre langue. Elle vous regarde, impassible, puis incline légèrement la tête. Le mariage est scellé. Vous ne le savez pas encore, mais ce moment est le début d'une tentative périlleuse de diplomatie interculturelle, le genre de mariage qui fait trembler les ambassadeurs et soupirer les traducteurs. Les mariages mixtes, au sens médiéval, ne concernaient pas les classes sociales. Non, c'étaient souvent des alliances entre cultures, religions, voire civilisations entières. Chrétiens et musulmanes, latines et byzantines, mongols et russes, quand les frontières ne suffisaient pas à tracer les limites, on utilisait l'autel comme pont fragile. L'un des cas les plus connus est celui de Théodora, une princesse byzantine mariée à un prince géorgien dans le but d'unir les églises orientales et orthodoxes. Elle arriva à Tbilissi avec une suite de 300 personnes, des icônes en or, un chœur entier et un cuisinier personnel. En échange, elle reçut un collier en émail, une forteresse en ruine et un mari plus intéressé par la fauconnerie que par la théologie. Le mariage fut courtois, mais froid. Et surtout, il ne régla absolument rien entre les deux églises. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces unions servaient vraiment à rapprocher les peuples ou si elles étaient juste un moyen poli de dire « on ne va pas s'envahir tout de suite ». Il est probable qu'elles faisaient un peu les deux, tout en créant un lot de malentendus diplomatiques absolument délicieux. Une anecdote oubliée nous vient de la cour de Delhi, où une princesse indienne fut donnée en mariage à un émissaire mongol, en espérant calmer les ardeurs expansionnistes du Khanat. Malheureusement, l'émissaire prit l'union comme une insulte. Il voulait un traité, pas une épouse. Résultat, la mariée fut renvoyée, avec un éléphant en cadeau et un message très sec. L'éléphant, soit dit en passant, devint la mascotte du palais. Ces unions posaient toutes sortes de problèmes pratiques. Par exemple, quelle langue parler à la maison? Un roi normand marié à une princesse sicilienne devait passer par 3 interprètes pour se faire comprendre. Il paraît que leur conversation prenait des heures, mais au moins, ils ne se disputaient jamais. Impossible de parler assez vite pour s'énerver. Il fallait aussi décider du rite religieux. Orthodoxe, catholique, islamique. On assistait parfois à 2 mariages successifs dans 2 chapelles avec 2 prêtres qui se saluaient à peine. L'union devenait un équilibre diplomatique, une démonstration de neutralité calculée et un exercice de style. Vous prononcez vos vœux en 2 versions contradictoires, et ne parlons pas de l'éducation des enfants. Un chroniqueur castillan rapporte qu'un prince issu d'un mariage chrétien-musulman fut éduqué à moitié selon les préceptes de la Bible, à moitié selon le Coran, ce qui fit de lui un adulte confus, mais très tolérant. Il refusait de manger quoi que ce soit sans consulter 2 prêtres différents, une sorte de contrôle qualité religieux. Ces mariages apportaient aussi un souffle nouveau aux cours royales. Une princesse turque débarquant en Hongrie introduisait des recettes d'aubergines grillées, des danses orientales et des parfums inconnus. En retour, elle devait s'habituer à la bière tiède et aux tenues à manches interminables. On imagine les conversations lors des premiers dîners. « C'est du bœuf? Ah non, c'est du cygne. D'accord. » Mais l'inverse se produisait aussi. Des princesses européennes envoyées en Perse ou en Égypte découvraient des cultures fascinantes et souvent bien plus raffinées que leur royaume d'origine. Certaines refusèrent de rentrer. Une noble provençale, mariée à un émir de Grenade, écrivit à sa famille pour leur dire qu'elle préférait les bains parfumés et les poètes arabes à la pluie et au fromage dur de sa terre natale. Elle ne reçut jamais de réponse. Ces mariages étaient surveillés de près par l'Église et par les cours rivales. On craignait la contamination des mœurs, la perte de la foi, voire des espions dissimulés dans les bagages de la mariée. Une duchesse normande, soupçonnée d'avoir glissé des cartes secrètes dans ses coiffes, fut fouillée à son arrivée dans un royaume voisin. Elle déclara qu'on ne trouverait chez elle que des secrets de beauté et des biscuits. Elle avait raison.
et les biscuits étaient très bons. Mais parfois, ces unions réussissaient au-delà de toutes attentes. Un mariage entre un prince arménien et une noble vénitienne donna naissance à un petit royaume hybride, mêlant cultures chrétiennes et orientales, arts croisés et commerce florissant. Comme quoi, entre deux civilisations, l'amour, ou du moins la diplomatie affectueuse, peut porter ses fruits. Et ce soir, en écoutant le vent se glisser doucement dans votre chambre, imaginez ces jeunes époux traversant les mers, échangeant des regards timides, découvrant des saveurs inconnues et se demandant comment dire « je t'apprécie » dans une langue dont ils n'ont jamais entendu les voyelles. Et si vous rêvez d'un amour lointain, souvenez-vous, parfois les ponts les plus solides sont faits de promesses murmurées dans deux langues différentes. Vous ouvrez les yeux dans votre chambre haute, les rideaux sont tirés, les colombes roucoulent sur le rebord en pierre. Une servante entre, pose une robe sur votre lit et murmure « Aujourd'hui, vous choisissez ». Vous vous redressez, encore engourdi par le sommeil et par le poids du destin. Car vous êtes une fille noble et le moment est venu. Robe de mariée ou robe de nonne? Au Moyen Âge, pour les jeunes femmes de la noblesse, les choix étaient rares, mais terriblement déterminants. Deux voies se dessinaient dès l'adolescence. Un mariage arrangé, souvent politique, ou l'entrée dans les ordres, généralement tout aussi arrangée. Dans les deux cas, votre vie allait être dictée par des hommes, à moins d'apprendre à jouer le système. Les historiens se disputent encore pour savoir si les couvents offraient vraiment plus de liberté aux femmes que le mariage. D'un côté, le monastère signifiait renoncement au monde, mais aussi autonomie relative, gestion de propriété et parfois même influence intellectuelle. De l'autre, le mariage signifiait statut, richesse, et une cage dorée dont la serrure était le nom de famille, une anecdote édifiante. Agnès de Poitiers, promise à un comte voisin à l'âge de 13 ans, supplia sa mère de l'envoyer plus tôt au couvent. Elle entra à l'abbaye de Fontevraud, devint prieure à 19 ans et administra pendant 30 ans plusieurs domaines. Son frère, lui, passa sa vie à gérer des conflits avec ses vassaux et à tenter de ne pas se faire empoisonner par ses conseillers. Comme quoi, le choix de la robe avait ses mérites. Mais attention, toutes les nonnes ne l'étaient pas par vocation mystique. Beaucoup y étaient envoyées, comme on classe un dossier gênant, pas assez belle, trop têtue, fratrie déjà saturée en alliances. Hop, direction la vie monastique. On payait une dot conventuelle, souvent plus modeste que celle d'un mariage, et on garantissait ainsi un avenir discret et décent à la demoiselle. Un peu comme envoyer quelqu'un dans un pensionnat sans date de sortie. Certaines jeunes filles, entre deux prières, ne renonçaient pas pour autant à la politique. Les abbesses puissantes, souvent issues de grandes familles, gouvernaient de vastes terres, géraient des tribunaux locaux et entretenaient des correspondances avec des rois. L'abbesse de Quedlinbourg, en Germanie, disposait même de son propre sceau et levait des taxes. En robe noire peut-être, mais avec beaucoup d'autorité. Dans les familles vraiment ambitieuses, le dilemme pouvait devenir un plan combiné. Une fille mariée à un puissant seigneur, une autre envoyée au couvent local, non pas pour prier, mais pour surveiller les dons, influencer l'abbesse ou préparer une future annulation de mariage au cas où. Oui, les sœurs cloîtrées pouvaient devenir des atouts diplomatiques. En silence, mais avec efficacité. Les jeunes filles avaient parfois leur mot à dire, mais très rarement. Une chronique anglaise évoque une adolescente qui aurait tenté de fuir son mariage arrangé pour se réfugier dans un monastère. Elle fut rattrapée à cheval par des écuyers, ramenée en pleurs et en robe de bure, puis mariée sous bonne garde. Le chroniqueur conclut laconiquement. Elle vécut encore 28 ans et donna 7 fils à son époux. Pas un mot de plus, et pourtant certaines parvenaient à naviguer entre les deux mondes. On trouve des exemples de femmes ayant été mariées, puis devenues veuves très jeunes, choisissant de finir leurs jours dans un couvent. Là, elles retrouvaient un peu de paix,
parfois même une forme de reconnaissance spirituelle. D'autres faisaient l'inverse, sortis du couvent par décision royale pour épouser un veuf de haut rang. Transition étonnante, de l'encens à la chambre nuptiale, en passant par la bénédiction d'un archevêque. Et puis, il y avait les fameuses recluses, ces femmes enfermées volontairement dans des cellules adjacentes aux églises. Ni tout à fait nonnes, ni mariées, elles vivaient en ermite, parfois entourées de rumeurs mystiques. Une noble Normande aurait choisi cette voie après avoir refusé tous ses prétendants, disant qu'aucun homme n'était aussi convaincant que son oreiller. Une forme de célibat sacré et franchement compréhensible. Mais parfois, le choix n'était pas du tout celui de la jeune fille. Il dépendait des besoins du royaume. Trop de paix, elle se marie pour cimenter une alliance. Conflit imminent, elle entre au couvent, empêchant ainsi toute revendication matrimoniale ennemie. Vous êtes donc à la fois une femme, un pion et une clause politique. Et vous, pendant tout ce temps, vous apprenez à sourire sans trop parler, à marcher sans faire de bruit et à réciter les prières aussi bien que les vers de troubadour. Parce qu'on ne sait jamais, l'époux pourrait être un vieux baron qui sent la cire et la moutarde, ou un moine repenti reconverti en chevalier. L'avenir est incertain, mais la robe, elle, est déjà choisie. Alors ce soir, pendant que vous vous blottissez dans vos draps, imaginez ces jeunes filles debout à l'aube, devant deux habits suspendus, l'un blanc, orné de dentelles, l'autre noir, simple et raide, et derrière chacun, un avenir silencieux, secret et soigneusement brodé. Et si vous rêvez de liberté, souvenez-vous, parfois le choix est réel, mais jamais simple. Vous vous tenez devant une tapisserie représentant un cerf poursuivi par des chiens, et vous vous demandez, est-ce que moi aussi, je suis traqué? Pas par des bêtes, non, mais par un mariage qui ne veut pas mourir. Parce qu'au Moyen Âge, on ne divorce pas. On esquive. Officiellement, la séparation était impensable. Un mariage validé par l'Église était pour la vie, et parfois au-delà. Mais en pratique, les époux rusés trouvaient des stratégies créatives pour échapper à leur union, sans jamais prononcer le mot interdit. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces méthodes d'évitement étaient tolérées ou simplement ignorées. Mais elles étaient monnaie courante, à tel point que des manuels ecclésiastiques conseillaient de surveiller les nobles qui déménagent sans explication conjugale. Ambiance. Commençons par la plus simple, vivre séparément. Vous êtes un comte, elle est une duchesse. Chacun sa tour, chacun ses affaires. On échange des lettres froides, on se croise aux fêtes religieuses, on fait chambre à part pendant 20 ans. Tout le monde fait semblant que tout va bien. La famille est sauve, l'honneur est sauf. Mais vous ne vous êtes pas adressé la parole depuis la famine de 1327. Une anecdote savoureuse raconte qu'un couple royal hongrois, ne s'adressant plus la parole, communiquait exclusivement par messager. Dans le même château, les domestiques passaient leur journée à livrer des notes polies comme « Le dîner est servi » ou « Je vous remercie de ne pas avoir hurlé cette nuit ». Le mariage a duré 35 ans. Record de passivité passive-agressive. Mais parfois, il fallait une solution plus radicale. Certains époux prenaient la fuite. Pas une fuite spectaculaire, non. Une fuite douce, presque poétique. On part à la chasse et on ne revient jamais. On part en pèlerinage pour toujours. Vous dites « Je vais à Compostelle » et vous finissez à Naples, incognito, vendant du vin sous un faux nom. C'est du divorce par disparition. Et si vous étiez plus courageux ou plus théâtral, vous pouviez feindre la folie. Un duc lorrain, fatigué de sa femme érudite et sarcastique, simula des visions célestes pendant plusieurs semaines. Il hurlait des psaumes à minuit, refusait de manger autre chose que du miel, et affirmait que les oies parlaient latin. L'Église le déclara inapte à la vie conjugale. Il finit dans une abbaye confortable, elle dans un château au bord du Rhin, à lire des poèmes satiriques,
Une autre méthode, la réclusion religieuse volontaire. On entre dans les ordres, hop, vœu prononcé, rideau tiré. Vous ne pouvez plus être marié si vous êtes moine ou nonne. Un stratagème surtout utilisé par des veuves ou des hommes voulant éviter de payer la dot de retour à leur épouse. Une reine de Bohême refusa de redevenir épouse après son veuvage, prétextant une vocation soudaine. On la retrouva quelques mois plus tard à organiser des chasses en forêt, habillée en abbesse et armée d'un faucon. Mystique. Et parfois, on utilisait des accusations calculées. Infidélité, magie noire, mauvais caractère. Les tribunaux ecclésiastiques examinaient des dossiers entiers remplis de témoignages, de rumeurs et parfois de poèmes satiriques. Un noble anglais réussit à éviter une cohabitation conjugale pendant 12 ans en prétendant que sa femme ronflait si fort qu'il entendait Satan dans sa respiration. La demande d'annulation échoua, mais il obtint le droit de dormir dans une autre tour. Les plus audacieux faisaient appel à la papauté. Une lettre bien tournée, quelques flatteries, une promesse de terre, et le pape pouvait accorder une séparation temporaire. Non pas un divorce, bien sûr, mais une suspension conjugale. Vous restez mariés sur le papier, mais vivez comme des étrangers. Certains couples obtenaient même des dispenses de cohabitation, pour raison de santé spirituelle. Traduction. Vous ne vous supportez plus. Il y avait aussi le stratagème de la mort simulée. Vous vous déclarez mort en croisade. Votre épouse entre dans les ordres. Et 5 ans plus tard, vous réapparaissez à l'autre bout du royaume, marié à une autre, vivant sous un autre nom. Oui, ça s'est produit. Et parfois, les deux époux simulaient leur mort chacun de leur côté, créant une situation ubuesque où 2 personnes vivantes croyaient l'autre décédé. Jusqu'à une rencontre improbable dans une foire. Embarras garanti. Et pour ceux qui ne pouvaient fuir ni simuler, il restait l'endurance passive. Le mariage comme une longue partie d'échecs, où chaque mouvement est mesuré. Les regards évités, les conversations interrompues, les repas pris en décalé. Une duchesse picarde aurait ainsi tenu 30 ans de cohabitation silencieuse, refusant même de prononcer le nom de son mari. Elle l'appelait simplement « l'autre ». Ce soir, pendant que vous vous glissez sous vos draps, imaginez ces nobles coincés dans des mariages sans issue, rêvant de mers lointaines, de chapelles discrètes ou d'abbayes tranquilles. Et chaque nuit, ils murmurent dans l'obscurité. Si seulement l'Église voulait bien comprendre. Et si vous rêvez de liberté, souvenez-vous, au Moyen Âge, fuir valait parfois plus qu'annuler. Et la meilleure des séparations était celle que personne n'osait nommer. Il est minuit passé. Vous êtes assis dans une grande salle vide, éclairée par les restes d'une chandelle qui grésille. Le banquet est fini, les invités sont partis, la musique s'est tue. Et pourtant, quelque chose flotte encore dans l'air. Une promesse non tenue, un mariage inachevé, ou un époux déjà mort. Bienvenue dans le monde étrange des mariages posthumes, des héritages suspendus et des unions avec des fantômes juridiques. Oui, vous avez bien lu. Au Moyen Âge, on pouvait se marier avec un mort. Pas pour le plaisir, évidemment, encore que, mais pour des raisons tout à fait sérieuses, politiques, héritage, honneur, et dans certains cas, c'était même considéré comme un acte de piété. L'un des cas les plus connus, et les plus glaçants, est celui de Constance de Castille, fiancée à un prince portugais qui mourut juste avant la cérémonie. Plutôt que d'annuler l'alliance, on décida de célébrer le mariage quand même, avec le défunt représenté par son épée et son aume posé sur une chaise. La dot fut versée. La cérémonie eut lieu. Et Constance, veuve sans avoir jamais été mariée, passa sa vie dans un couvent à prier pour l'âme d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Poétique, non? Les historiens se disputent encore sur la fréquence réelle de ces mariages posthumes. Certains pensent qu'ils étaient rares et très symboliques. D'autres
estiment qu'ils étaient plus courants qu'on ne l'imagine, notamment dans les contextes de guerre ou d'épidémie. Après tout, quand un fiancé meurt à la veille d'une union censée unir deux royaumes, il est plus pratique de maintenir la fiction que d'annuler tout et provoquer un conflit. Et parfois, ce n'est pas le mari qui est mort, mais le titre. Une femme épouse un homme, non pas pour sa personne, mais pour ce qu'il représente. Une revendication, un nom, une fonction. Elle devient duchesse de quelque chose qui n'existe plus vraiment. Une manière subtile de revendiquer une position dans un échiquier politique. Vous dormez seul, certes, mais vous signez en tant que comtesse de l'ombre d'un titre. Une anecdote oubliée. En Provence, une jeune noble aurait épousé un homme tombé dans le coma après une chute de cheval. Il fut transporté sur un brancard dans la chapelle, respirant à peine, les yeux fermés. On scella l'union dans le silence absolu, puis il mourut 2 jours plus tard. Elle hérita de ses terres, de son blason et d'un cheval qu'elle nomma Souvenir. Certains dirent qu'elle avait tout orchestré. D'autres, qu'elle était simplement fidèle à l'idée du devoir. Dans les 2 cas, elle termina sa vie très riche. Mais ces mariages fantômes ne servaient pas que les vivants. Ils étaient aussi un outil de réhabilitation. Un homme mort dans le déshonneur pouvait être marié après coup pour laver sa réputation ou pour que ses enfants soient légitimés. Il suffisait qu'un évêque consente, qu'une veuve accepte de lire ses vœux face à une effigie et que tout le monde fasse semblant de croire que c'était romantique, pas désespéré. Et il y avait aussi les promesses de mariage jamais tenues, mais juridiquement considérées comme valides. 2 familles échangeaient des serments, les enfants grandissaient, puis l'un mourait, mais l'autre, parfois, restait lié à ce vœu. Une jeune fille d'Anjou aurait refusé toutes les propositions de mariage après la mort de son fiancé d'enfance, affirmant qu'elle était déjà unie par l'âme et la parole. Elle fut enterrée dans un linceul blanc, comme une mariée éternelle, ou une romantique têtue. Mais derrière toutes ces histoires se cache une vérité bien médiévale. L'héritage était plus puissant que l'amour. Ce que vous épousiez, c'était souvent une dynastie, une ambition, une stratégie. L'époux n'était qu'un vecteur, et parfois, ce vecteur n'était même plus vivant. Ce système donnait lieu à des absurdités administratives. Des enfants déclarés légitimes avant même leur conception, des terres cédées à des veuves sans mari, des procès où l'on débattait de la validité d'un baiser échangé avec un homme mort depuis 3 hivers. Et toujours, en filigrane, la même logique, protéger les lignes, les titres, les possessions. Et vous, dans tout ça, vous prononcez des vœux face à un portrait, vous touchez une main froide, vous signez un parchemin en tremblant un peu. Vous ne savez pas si vous êtes marié, endeuillé, libéré ou piégé. Alors ce soir, dans le silence de votre chambre, imaginez ces mariages qui n'en sont pas, ces unions entre vivants et souvenirs, ces noces entre le réel et le devoir. Une musique lointaine, une robe jamais portée, un anneau glissé sur un doigt absent. Et pendant que le sommeil vous gagne, sachez ceci. Au Moyen Âge, même la mort ne suffisait pas toujours à annuler un mariage. Voilà, l'air se fait plus doux et la lumière plus pâle. Vous avez traversé un monde d'alliances baroques, d'unions stratégiques et de serments murmurés à l'ombre des trônes. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de tous les noms, ni des dates exactes, mais ce n'est pas grave. Ce n'était pas le but. Vous vous souvenez de la petite fille qui choisissait entre 2 robes, du prince qui fuyait à cheval, de la mariée veuve avant même le gâteau. Tous ces fragments d'histoire rangés doucement dans les tiroirs du sommeil. Car le Moyen Âge, malgré ses coutumes parfois absurdes, nous rappelle une chose simple. Les gens, aussi puissants soient-ils, rêvaient, hésitaient, aimaient ou faisaient semblant. Et parfois, ils se mariaient pour éviter une guerre, parfois pour l'amour, parfois juste pour survivre.
Alors ce soir, que vous soyez seul ou accompagné, dans un château ou dans un studio, laissez ces voix anciennes flotter autour de vous comme un murmure d'un autre temps. Fermez les yeux. Inspirez doucement. La politique est finie. Les alliances peuvent attendre. Le sommeil vous appelle. Fin du script. Faites de beaux rêves.